La revue de l'année économique avec Mario Dumont. Bienvenue à cet épisode de revue d'année 2022 économique. Plusieurs nouvelles économiques durant l'année qui vous ont personnellement appauvri, enrichi. Des mots qui sont apparus en cours d'année, des entreprises qui ont eu ou pas du succès. On va faire l'exercice avec Isabelle Maréchal, Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand, que vous entendez de temps en temps à Cube Radio. Bonjour à vous trois. Salut. Et commençons par... j'ose dire le mot de l'année, inflation. Je pense que ça a été pas mal le mot de l'année. Isabelle, un mot que le consommateur moyen, l'investisseur moyen, la famille moyenne avait oublié parce qu'on parlait plus de ça depuis des décennies. Avait oublié complètement l'inflation et a vite senti cette année les pressions inflationnistes lui peser sur le corps. Je pense qu'effectivement, ce qu'on se rend compte, je pense qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est qu'on avait complètement oublié le coût du crédit. Le crédit coûtait plus rien. On a oublié qu'il y avait un coût à ça. Parce que là, tu parles des taux d'intérêt qui ont augmenté avec l'inflation. Mais ça fait partie de tout ça. Tu sais, ça fait partie du même projet pour le consommateur. Il regarde sa poche. Il y en a moins aujourd'hui par rapport à ce qu'il y en avait. Il y a le coût de l'inflation, mais il y a aussi le coût de l'argent. Et pour moi, tout ça est lié. Pour moi, il y a plusieurs mots. C'est sûr que le mot-clé, c'est inflation. Mais après ça, il y a des autres mots-clics comme immobilier, taux d'intérêt, c'est sûr. Puis éventuellement, on en parlera sans doute, la récession que certains aujourd'hui entrevoient. Fait que c'est des gros mots, tout ça. Les économistes des banques centrales, des gouvernements s'étaient trompés. Si on se reporte fin 2021, là, l'inflation était apparue, mais on l'avait présentée comme un petit pet temporaire, là. Oui, exactement. Puis ce qui est étonnant, c'est que quand la pandémie a commencé, il y a quand même eu une déflation. Hein. Les prix ont baissé pendant quelques mois consécutifs là, de un demi-point. Là, mais il y a eu une période là, pendant 2020 où c'était comme un peu paniquant parce que les banques centrales sont très mal à l'aise. Puis ça a amené, tu parlais du lien entre ça et le taux directeur, a amené les taux à presque zéro. Ensuite, ça a commencé, mais ça a été très, très, très graduel. Puis à la fin de l'année dernière, on se rappellera, l'inflation était comme à 4%, ce qui était comme juste en dehors de la zone de confort. Mais tu sais, ça va bien aller, petit arc-en-ciel et tout ça. Ultimement, le problème, c'est que ça a continué sur cette trajectoire-là. Puis le 4, 5, 6, 7, plus... Là, la panique a pogné à la Banque centrale du Canada, mais ça leur a pris quand même plusieurs mois de... Puis on était en dehors de la fourchette là, du 1 à 3%, et pourtant, ils faisaient rien. C'était comme, ça va se résorber. On pensait que c'était notamment lié à la Russie, on pensait que c'était lié au prix du pétrole, on pensait que c'était lié aux enjeux d'approvisionnement à l'international, mais en fait, il y avait vraiment un problème. La masse monétaire, puis la quantité de déficit qui avait été fait au fédéral et au provincial avait mis trop d'argent dans c'est comme Philippe, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on avait justement la tempête parfaite. Là. Le prix du carburant lié à l'Ukraine, le prix des céréales liées à l'Ukraine. Les gouvernements avaient peut-être mis trop d'argent aussi dans l'économie. Comme tous ces facteurs-là se sont rencontrés. Et l'inflation, c'est en Europe, c'est aux États-Unis, c'est au Canada, c'est à travers le monde. Oui, c'est à travers le monde, mais il y a des pays qui l'ont eu beaucoup plus difficile que nous, où la chaîne d'approvisionnement a vraiment cassé. Là. Si on prend la France, il y a eu des queues de kilomètres de long pour s'approvisionner en essence. À un certain point, en essence. Mais cette inflation... Au Royaume-Uni, l'inflation a pogné 11-12%. Non, oui, pour des problèmes d'approvisionnement, il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni, c'est une île, là, dans le sens où c'est encore plus difficile à approvisionner. Puis le Brexit là, a jazzé ça un peu. Là. Mais par contre, l'Ukraine a eu le dos large. Parce que, on l'a entendu souvent, c'est à cause d'Ukraine, c'est à cause d'Ukraine. Non, je pense que comme Francis l'a dit, il y a des politiques monétaires qui ont fait en sorte qu'ils ont un peu perdu le contrôle. Faut pas se le cacher, il y a quelqu'un qui a dormi ça à Switch à quelque part, puis ils l'ont échappé. Mais là, on entre sur le terrain du bord de la politique publique. Moi, à la fois, il a fait de la politique, ma formation d'économiste, je pense qu'il y a eu deux facteurs de ce côté secteur public. Pendant la pandémie, les gouvernements ont exagéré combien ils ont pompé d'argent dans l'économie. Ça a créé une pression inflationniste. Et là, les banques centrales ont sous-estimé l'inflation et ils ont attendu 6 mois pour réagir. Ce qui fait qu'au mois de juin, on était rendu, l'inflation, Isabelle, à 8 points quelque chose %. Exact.
Et avec 10% sur l'alimentation, donc les biens essentiels. Voilà, là. puis j'allais même te dire, on s'est rendu compte il n'y a pas si longtemps qu'on avait sous-estimé l'inflation alimentaire. Et sur certains produits de consommation courante alimentaire, on voit le prix des pommes de terre, c'est plus de 40%, le prix du beurre d'arachide, les pâtes, 40%. On dit, puis tu sais, tu parlais du blé. Moi, j'en revenais pas de voir à quel point, puis tu as raison de dire que la crise en Ukraine avec la Russie, ça a le dos large, parce qu'à un moment donné, tu te dis, voyons, comment ça se fait que le blé, aujourd'hui, se transige, je voyais ça, 65% plus cher qu'il y a 2 ans. Et là, tu as envie de dire, OK, mais le blé ukrainien, comment ça nous touche, nous? Je pensais que le Canada, on était quand même, puis on l'est, là, un grand producteur de blé, donc on ne devrait pas avoir de problème. Idem avec les grains de moutarde. Souvenez-vous, en début d'année, on était tous... Moi, j'ai encore plein de pots de moutarde dans mon garage. Je veux juste le dire. Heureusement que c'est ma base de vinaigrette, mais quand même, tu sais, c'est ça, exactement. Moi, je suis pocheur de moutarde. Non, mais on s'est dit, là, on rit, mais on riait pas à l'époque, parce qu'on se disait, mon Dieu, et ça, c'est drôle parce que j'avais ce discours-là avec ma fille cette semaine qui se plaignait qu'il manquait de telle affaire. J'ai dit, là, regarde, habitue-toi. Parce que des pénuries comme on a vécu cette année, ça, c'est un autre mot qu'on n'avait pas dans notre vocabulaire, Mario. Le mot pénurie. Ça avait commencé un petit peu dans la pandémie. Mais c'est vrai qu'avant la pandémie. Jusqu'à l'hiver 2020, une épicerie, c'est toutes les tablettes pleines. On n'avait jamais rien connu d'autre. Là. Exactement. Puis on se disait, une fois ça fini, ben, on n'aura plus de problème. C'est circonstanciel. Mais là, on se rend compte que la pandémie, finalement, c'est une affaire qui finit jamais. Puis qui finira jamais. Il va falloir vivre avec des virus, mais en plus, il va falloir apprendre à vivre avec ce genre de pénurie. Fait que ça se peut qu'éventuellement, tu sais, comme là, c'est une grosse affaire chez nous qui est plus de salade romaine, là. Moi, j'aime la laitue, ça me dérange pas. L'hiver passé, ou en fait 2021, moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça arrive sud, il n'y avait plus de cornstarch. Je voulais épaissir une sauce. Ouais. C'est la mère, la belle-mère de ma fille, la mère du conjoint de ma fille, qui m'a fait envoyer par son gars un petit contenant, un petit mini Tupperware de cornstarch. Alors, c'est ça, les pénuries. Mais les chaînes d'approvisionnement, Francis, c'est la chaîne d'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement de toutes sortes, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, de produits, de transport, de containers pognés dans les ports. C'est là où on est quand même dans un système intégré au niveau mondial. Puis ce que tu disais, Isabelle, est vrai, mais en même temps, par exemple, les céréales, c'est une commodité. Puis il y a des prix de commodité. Puis bien que le Canada en produise énormément, c'est un prix mondial. C'est un prix mondial. Fait ce qu'on ne vend pas localement, on l'exporte. Puis vice-versa. Ces prix-là ont tendance à s'équilibrer. Est-ce que c'est pleinement justifié qu'on ait vécu ces hausses-là? Peut-être pas tout à fait. Il y en a qui se sont un peu fait plaisir. Mais ça reste que sur plein de ces biens et services-là, ça reste des marchés relativement mondialisés. La deuxième affaire, je veux pas défendre la Banque centrale du Canada, mais quand même, il faut se rappeler qu'il y a 1 an, la pandémie était pas comme finie. C'était pas comme, on pensait qu'on arrivait à la fin, il y avait les vaccins, etc. Mais ça reste que quand on voyait l'inflation à 3, 4, 5%, on se disait, il y a peut-être encore la possibilité d'un confinement ou d'une énième vague, etc. Donc, pour la Banque centrale, augmente vite ses taux à ce moment-là. Peut-être que les banquiers centraux trouvaient que c'était un peu prématuré. Fait qu'ils l'ont échappé, mais en même temps, avec le recul, ils l'ont échappé. Mais quand tu étais dedans, les banquiers centraux, là, c'est pas des gens de santé publique. Non, c'est pas des prophètes. Ils ont aussi été influencés, à mon avis, là, puis par la bulle immobilière. Là. Allons-y sur l'immobilier. Faisons-le le tour de table sur l'immobilier parce que tu nous l'as rappelé, Isabelle, d'un problème d'inflation, on est arrivé à la seule solution que les banques centrales ont, une hausse des taux d'intérêt. Ouais. Et là, en deuxième moitié d'année, même à partir du printemps, les gens ont trouvé que le taux d'intérêt montait très vite. Les valeurs des propriétés étaient devenues folles. Est-ce qu'elles sont en train de rebaisser un peu, pas mal? T'en penses quoi? Écoute, moi, je pense pas que les prix des propriétés vont baisser tant que ça. Là. Non? Non, je pense pas parce que l'immobilier, c'est comme ça a toujours été c'est toujours l'espèce de débat bourse ou immobilier. Puis ça, on pourrait s'ostiner longtemps dans un podcast, ça serait un très bon sujet, à savoir qu'est-ce qui est le plus payant. Et à terme, un banquier va toujours faire la démonstration que sur 25-30 ans, il arrive avec l'immobilier. C'est à peu près égal finalement, mais il va te vendre ses avantages de banquier, les services qu'il t'offre. Bon, moi, personnellement, je préfère l'immobilier parce que au moins, j'ai de l'équité, puis la journée où je me sens moins à l'aise par rapport à ma situation financière, je peux vendre, tu comprends? Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au cours des derniers mois, il y a eu vraiment d'abord, on a assisté à la surenchère du prix des propriétés. Les agents immobiliers avaient même plus besoin de se déplacer. Ils faisaient Mais ça, fin 2022, peux-tu dire que c'est calmé?
Ça s'est calmé maintenant. Oui, ça s'est calmé maintenant. Ouais. Puis oui, il s'est calmé le marché, mais je pense pas que le prix des propriétés. Ouais. Puis quand tu regardes, j'ai regardé, c'est sorti aujourd'hui. C'est justement mon banquier qui m'a envoyé ça. Et c'est le Canada Mortgage and Housing Corporation, de la Banque de réserve fédérale américaine, qui montre qu'au Canada, on est deuxième en matière de croissance des prix immobiliers. On a surpassé les États-Unis, la France, la Norvège, la Suisse, l'Allemagne. Il y a juste la Nouvelle-Zélande où le prix des propriétés a augmenté. Philippe, sur l'immobilier, tu vois comment la fin d'année, ça nous laisse où? En fait, moi, je trouve que c'est dommage pour certains consommateurs. Il y a certains consommateurs qui ont acheté dans très haut, qui ont très chaud, très élevé leur propriété. Puis ils ont calculé leur paiement sur un taux d'intérêt très bas. Là. Très bas, c'est ça. Mais il y a plusieurs familles québécoises qui n'arrivent plus en ce moment. Il y a une augmentation des faillites en ce moment. Là, on voit que la courbe au niveau des faillites personnelles est en train d'augmenter. Puis attends, dans 6 mois. Est-ce qu'on a un danger là, de se retrouver un peu comme en 2008-2009, comme tu as des propriétés qui valent même plus l'hypothèque? Tu les as hypothéquées. Je suis pas un expert, mais moi, je suis vraiment... Oui, ça aborde comme ça. Moi, surtout à Montréal. À Montréal, il y a eu vraiment une augmentation de combien ça coûte une propriété. Donc, tu as mis un cash down de 10 tu as une hypothèque qui vaut 90 puis là, il perd de la valeur, fait qu'il vaut plus son hypothèque. Le condo d'une chambre à coucher dans le centre-ville de Montréal à 550 000, ça vaut-tu vraiment ça? Parce que c'est ça la valeur de la propriété moyenne à Montréal sur l'île. Ouais. Puis le jeune couple ou l'entrepreneur ou le professionnel qui a acheté ça... de mise de fonds. C'est un taux variable. À l'eau, la situation a changé dans les derniers mois. Toi, t'es inquiet que si on est limite. Francis, t'as l'immobilier... Moi, j'adopte plus une perspective d'offre et de la demande par rapport à ça. Puis il y a un enjeu endémique au Québec qui est du côté de l'offre. Il manque de logements. On manque de logements. C'est la CHL le dit, l'Association des courtiers le dit. Pour ça que ça on n'a pas assez de logements. Par contre, le taux, tu l'as dit, le taux augmente. Les gens qui sont sur des taux variables, les gens qui vont renégocier prochainement leur hypothèque, ils vont passer de 2 à 5, 6 %. Ils vont trouver ça un petit peu rough probablement. Fait que c'est sûr que ça va exclure des gens où ils vont souhaiter vendre ou changer ou diminuer, etc. Donc, on le voit déjà là, depuis quelques mois, depuis l'été, tu le disais Mario, il y a moins d'acheteurs, il n'y a plus de surenchère, il y a même des fois des propriétés qui restent plusieurs jours, dizaines de jours sur le marché. Et tôt ou tard, la première chose, c'est que le vendeur, il veut garder son prix. Fait qu'il attend 30 jours, 60 jours, mais à un moment donné, tu veux vendre, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses ton prix. Et ça, j'ai la conviction qu'on va voir ça, mais contrairement à ce qu'ont avancé certains banquiers, là, que ça allait baisser de 25 puis whatever, je crois pas à ça. Je crois pas à ça. Ça risque de stagner. Notamment parce qu'on a un problème d'approvisionnement. Puis ça, on pourrait en parler dans un autre podcast si tu veux, mais il y a tellement d'obstacles au Canada, puis particulièrement au Québec, dans la construction de logements. Puis c'est vraiment en train de créer un vrai problème pour les nouveaux arrivants, pour les jeunes qui veulent avoir accès à la propriété. On manque de propriété, de logements, de condos, point. Puis ça, vous savez, l'offre et la demande, il y a bien du monde qui veut l'acheter, il n'y a pas beaucoup de stock, fait que ça risque... Puis nous, on n'a pas connu ça, mais il y en a qui pourraient nous dire aujourd'hui, des taux d'intérêt... Tu sais, le taux directeur est à 5,95 aujourd'hui. Là. Il y a déjà eu des taux d'intérêt là, pour... Probablement que nos parents là, ont acheté des maisons avec des taux qui étaient... là. 2 fois, 3 fois ça, là. Puis ils payaient quand même. Mais je vous dis, moi, ce qui me frappe, c'est ça cette année, c'est qu'on a oublié le coût de l'argent et le coût de l'emprunt, le coût du crédit. Et là, on pourrait parler des cartes de crédit. Les gens sont à côté. Tu parles de l'immobilier. Pourquoi les gens ils vont avoir de la difficulté, ils vont peut-être être obligés de faire faillite ou de la consolidation de dette? C'est que ils ont beaucoup de cartes de crédit et les cartes sont pleines, sont loadées parce que ça devient une façon, tu sais, à force de nous dire achète tout de suite puis paye plus tard, on l'a comme incorporé. Fait qu'il y a 5 ans, c'était pas grave. Mais aujourd'hui, le contexte, ça l'est. Un peu plus mal. Ouais. Vous écoutez la revue économique de l'année 2022 avec Philippe Richard Bertrand, Francis Gosselin et Isabelle Maréchal. La revue de l'année économique avec Mario Dumont. 2022 aura été une assez difficile année pour les placements. Francis, quelqu'un qui ouvre
qui ouvre son REER fin d'année puis qui en a bien plus qu'au début de l'année juste à cause de ses rendements, il y a un bon conseiller en placement, le garde-là. Change-le pas. J'allais dire sur quelle planète il vit. Oui, c'est ça, exactement. Il a peut-être acheté de l'immobilier. Parce que les gens qui étaient dans les techs, entre autres, les gens qui c'était en bourse très dur. Là. Il y a des secteurs qui ont été plus sauvagement battus, on pourrait dire, puis les titres technologiques, c'était particulièrement le cas. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment l'ensemble du secteur qui s'est fait un petit peu démolir. Puis je pense qu'une des raisons pour ça, c'est qu'on n'est plus dans la bulle des années 90, là, tout ça. Phil, tu as connu ça. Hein? Mais ça reste, tu sais, les titres technologiques, c'est toujours spéculatif. C'est toujours basé sur une promesse que ça va continuer à grandir. Il y a quelque chose de grand. Puis même dans les grands acteurs, là, Facebook, Apple, etc., il y a toujours comme un genre de promesse que ça va continuer à mais là, une année à perdre des 30, 40, 50, 70, 75% sur certains titres, ça fait bobo, là. Ben, le problème, c'est que inflation, Russie, récession, patente, c'est ton espèce de scénario, ton storytelling là, de croissance perpétuelle et de le meilleur s'en vient, ça gruge un petit peu les fondements. Fait que, on a vu ces titres-là. Puis, étrangement, Apple est probablement celui qui a le mieux survécu de tous les titres technologiques parce qu'il fabrique des vraies choses, puis on continue à en acheter des quantités phénoménales. Mais d'autres acteurs, qu'on pense à Shopify, qu'on pense à Amazon, etc., des acteurs vraiment purs numériques, là, ça a été une très, très mauvaise année. Puis effectivement, ils ont perdu, dans certains cas, 75% de leur valorisation boursière. Une des pires années depuis longtemps. Il faut dire qu'il y avait eu les bulles de la pandémie. Pendant la pandémie, il y avait des titres chouchous. Les gens se disaient, tout ce qui est en ligne, ça monte, ça va bien. Là, il y en a qui ont retombé. Les Good Food mais c'est en 2020. Mais ça, c'est en 2020. Ouais. Aujourd'hui, la situation est totalement différente. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience mondiale sur la quête à cette croissance frénétique. À un moment donné, ça ne marche plus. Tu ne peux pas avoir une entreprise technologique qui perd des dizaines de millions de dollars à tous les mois, mais qui a une valeur boursière qui n'a aucun sens. Alors, ça, à un moment donné, ça commence à faire son chemin dans l'imaginaire de Wall Street. Donc, on est plus sensible aussi aux entreprises qui font vraiment de l'argent, qui génèrent des profits, là, pour vrai. Là. Oui, puis on a inventé plein de termes au fil des années. T'sais, en anglais, on dit les revenus récurrents, les recurring revenues. On regarde même plus la profitabilité d'une entreprise. On regarde juste ses revenus récurrents, puis on oublie les coûts. C'est pas ça, une entreprise. Il faut que ça fasse des profits à un moment donné. Puis si tu penses pas faire de profit, il y a des entreprises technologiques canadiennes qui disent publiquement qu'ils feront pas de profit dans les 10 prochaines années. Ça peut pas avoir une valeur boursière extraordinaire. Ça fait aucun sens. Parce qu'à un point, Shopify avait dépassé la Banque Royale. Là, en 2021, à un moment, Shopify était devenu la plus grosse capitalisation boursière du Canada 400 milliards. Devant la RBC. Oui, bien sûr, mais encore une fois, puis tu as raison, Phil, mais inversement, il y a comme une histoire un peu fabulatoire dans laquelle Shopify devient la plateforme de référence pour faire du commerce électronique à l'échelle de la planète. Puis ça va prendre plus de temps que prévu, manifestement, mais ça se pourrait encore. Je veux dire, le produit est bon, la technologie, le fondement est bon, mais à un moment donné, l'espèce de romance là, qui s'était bâtie autour de Shopify, c'est pas réalisé. Puis là, clairement, ça ne se réalisera pas, du moins dans la prochaine année. Fait que les attentes des investisseurs sont ramenées à un niveau un peu plus réaliste, puis ça fait que le prix... Et ça, les investisseurs ordinaires, il y en a qui ont... L'investisseur ordinaire qui a son REER géré par un courtier qui dit je t'ai mis ça dans le quoi de sécure. Puis là, c'est difficile. Il n'y avait rien de sécure cette année. Même les obligations ont tombé. Il n'y avait rien qui tombait pas. Là. Et quand tu es rendu à considérer les CPG comme un investissement, là, tu te dis, mais en ce moment, écoute, c'est du 5 Tu sais que tu places ton argent dans un CPG, 5 pendant 2 ans. Touche pas. Mais ça, c'est une sécurité. C'est la seule affaire sécuritaire, à part ton dessous de matelas. C'est ça. Mais, tu sais, moi, j'en viens pas comment... Moi, j'ai appelé ma banque, puis j'ai dit, comment ça se fait que vous me demandez de l'argent pour gérer du négatif? Essaye de m'expliquer. Là, comment ça se fait là, que tu vas me charger? Parce que moi, gérer de la décroissance, je peux la gérer toute seule. Tu comprends? J'ai pas besoin de personne pour ça. Puis c'est vrai qu'ils sont comme un peu mal pris pour nous expliquer. Là, tu parles des frais de gestion des courtiers. Les frais de gestion sur les valeurs mobilières. Tu sais, si tu parlais du REER. Je t'ai fait du moins 22 puis avec mes frais de gestion, ça fait moins 23. C'est ça, exactement. Non, mais les gens, il faut leur expliquer. Parce que surtout au Québec, on nous encourage beaucoup. Le discours des dernières années, c'est mettez de l'argent dans vos REER. Puis c'est ta seule façon de te construire un fonds
fonds de retraite. Puis là, ben, c'est nos retraites qui font comme l'Antarctique au soleil. L'Arctique au soleil, c'est comme... Ça se peut pas, là. On se sent super... Pour faire le contrepoint, c'est toujours lié au cycle. Puis actuellement, comme je le disais, taux qui augmente, incertitude, récession patente. Il y a des titres qui ont très bien performé. Vous avez investi dans le pétrole. Fallait être dans le pétrole cette année. Vous avez investi dans l'alimentation. On en a parlé tout à l'heure. Je veux dire, dans l'eau blanche. C'est l'eau blanche. Je veux dire, plus 20% là, depuis le début de l'année. Tu sais pourquoi? Ben évidemment. C'est qu'il y avait peu de secteurs. Là. L'énergie, le pétrole, l'alimentation, c'en est deux. Exactement. Puis donc, il y a des secteurs qu'on appelle contre-cycliques, ultimement, où quand ça va mal, eux vont bien. Puis ultimement, ben, c'est pour ça que ton gestionnaire de portefeuille, il te charge 1%. C'est qu'il a ce savoir-là. Ouais. Après, il est supposé le savoir. Moi, j'ai des valeurs d'investisseur, tu comprends? Moi, j'investis dans l'ESG. Moi, il faut qu'il y ait une comportementalité, il faut que ça soit environnemental. Ouais. Mais Philippe, ce que dit Isabelle sur les CPG, c'est pas absurde non plus. Là. Mais je te remercie bien, Mario. Non, mais dans le sens, je parle de dire, on s'est habitué depuis une décennie à dire aux gens, mets pas ton argent là-dedans, c'est du 1%. Ben, c'est ridicule, c'est du 1%, c'est du 3/4 de 1%. Il n'y avait plus de rendement sur les taux d'intérêt. Mais pour des gens qui recherchent de la sécurité, les placements à taux d'intérêt sont redevenus... Il y a un rendement, le réel. Mais ceux qui n'aiment pas le risque, il y a des gens qui n'aiment pas de risque. Il y a des gens qui font peut-être qui gagnent moins bien leur vie que nous autres. Mais quand le taux d'intérêt est de 1%, ils se disent... Ça, mais encore là, moi, j'ai fait une règle dans mes courriels. Je ne reçois plus mes états de compte boursiers. Je les ouvre même pas. Parce que moi, je veux plus voir ça. Non, pour l'instant, parce que j'étais en technologie, donc ça fait peur. Ouais. Mais tu dis c'est sur le long terme. Mais admettons que je gagne bien ma vie, je peux faire avec je peux vivre avec la perte de 16% pour la prochaine année. Mais quelqu'un qui aurait peut-être, il perd son emploi, ses cartes de crédit sont élevées, qui va avoir besoin de cet argent-là tout de suite. Là. Il est à moins 16%. Et ça, c'est dommageable pour les gens qui sont tout près de la retraite, parce que dans la logique de dire le REER, c'est à peu près le seul moyen de te créer une richesse pour tes vieux jours, mais là, quand tu arrives pour cacher ton REER, puis qui a fondu au fil des ans, parce que là, on parle de la crise de 2022, mais il y en a eu une, il y a 2 ans, ça a baissé aussi. Tu sais, depuis 2000, oui, c'est des cycles, tu as raison, Francis, mais les cycles se rapprochent. Et là, tu dis 2008, il y en a qui ont... Tu peux te refaire, mais le temps que tu prends pour te refaire, c'est tout du manque à gagner. Là. Mais quand tu n'as que ta retraite, puis que tu n'as même pas eu de maison, parce qu'à la rigueur, tu peux toujours vendre ta maison puis décider d'être obligé d'aller, après ça, en Gaspésie habiter, parce que tu ne pourras pas racheter dans ton quartier. Fait que c'est des grosses décisions qui ont un impact direct dans la vie des gens. Mais fondé là-dessus, Francis, mettons, dans le cas que Isabelle décrit, là, t'as un appauvrissement. Des gens, mettons, retraités, qui ont plus de revenus de travail, qui peuvent plus espérer une augmentation de salaire. Quand t'additionnes la fonte là, potentielle, si leur placement était dans des obligations puis des actions, plus... L'inflation, mettons, de 6-7%, ça veut dire que ton petit magot que tu as travaillé, tu t'es accumulé 300 000 dans ton compte de banque, il vaut 7% de moins. Là, tu vas t'acheter 7% de moins de biens et services. C'était une année d'appauvrissement pour bien des gens, d'appauvrissement en termes réels. Là. C'est certain, puis c'est effectivement... Mais heureusement, il va y avoir un chèque de 500$. Ah, non, on va y revenir. Mais deux choses. La première, effectivement, c'est quand tu es dans une situation de décaissement, que ce soit pour une urgence ou dans un cas de retraite, que tu perds quand le marché boursier baisse. Ceci dit, puis je veux vraiment pas sonner comme l'économiste sans empathie, mais ça fait depuis 2008 que le marché est haussier. On n'avait pas vu ça depuis genre la Deuxième Guerre mondiale. Là. Ça a été 15 ans de marché haussier presque continu, ce qui était extraordinaire. Donc, il avait crashé en 2008, c'est sûr. Ça. Oui, mais je veux dire, depuis 2008, tu peux juste remonter, les cycles, c'était mais t'as remonté pendant 14 ans, 13 ans. On a eu 2001, 2008, avant ça, 95. Je veux dire, les cycles étaient de 5-6 ans, puis c'était étonnant qu'il n'y ait pas eu de ralentissement économique en 2014-2015. Non, on a juste comme muddled through pendant une quinzaine d'années, ce qui était absolument fabuleux. Donc, tu sais, l'épargne que ces gens-là auraient eu en temps normal, je veux dire, le magot dont tu parlais, Mario, il était important par rapport à ce qu'il aurait pu être dans un autre scénario de référence. C'est vrai. Après, c'est mauditement plate de retirer de ton REER ou de ton fonds quelconque aujourd'hui parce que tu le retires à une valeur dépréciée, sachant très bien que dans 1 an, 18 mois, tu sais, ça risque de remonter et de revenir à l'espèce de courbe de croissance normale qu'on observe depuis des décennies. Philippe, si on veut parler de placements ou de placements risqués qui avaient connu d'excellents rendements et qui ont pris une débarque, on peut-tu dire un petit mot sur les cryptos? Parce qu'il y a quand même beaucoup... Là, on parle peut-être plus aux jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes qui avaient fait des rendements extraordinaires, avaient acheté des petites portions de Bitcoin, ils avaient acheté un peu d'Ethereum, puis là, ça avait grimpé au plafond, mais ça...
Là, c'est retombé. Moi, j'ai beaucoup de milléniaux dans mon bureau, puis ils se sont tous garochés là-dessus. Puis aujourd'hui, c'est moins drôle. C'est vraiment moins drôle. Ils étaient baveux pendant... Oui, ils ont été extrêmement baveux. Il y en a qui ont acheté des bitcoins il y a 2000$ puis ça en valait 60 000. Ça, c'est faire de l'argent, pas à peu près. Mais il fallait le vendre. Oui. Eux, ils l'ont gardé. Alors aujourd'hui, c'est moins drôle, mais encore une fois, je veux pas juger de la valeur dans le sens que est-ce qu'on va s'en aller vers des monnaies virtuelles? Je pense qu'il faut aller vers là. Je pense qu'il va falloir que ça soit beaucoup plus contrôlé que ce l'est. Parce que si on regarde toutes les faillites qu'il y a eu dernièrement, FTX, tout ça. Excuse-moi, mais des faillites... un peu, on voyait que c'était le chaos dans l'entreprise. Tu dis, OK, du monde gérait des milliards avec des méthodes comptables d'associations étudiantes. J'exagère, mais quasiment. Je suis 100% d'accord avec toi, mais à un moment donné, il va falloir se poser la question, puis je veux pas faire un jugement sur des individus, mais est-ce que en bas de 30 ans, tu as le vécu, le savoir, es-tu bien entouré pour gérer des milliards de dollars? Des dizaines de milliards. Où était le comité de vérification du conseil d'administration? Où était le conseil d'administration dans ces décisions-là, etc. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question. Mais on peut revoir l'âge aussi, parce qu'Elon Musk il a plus que 30 ans. Mais je pense pas que c'est une question d'âge, en fait. Puis, tu sais, il y a un article magnifique de The Economist qui est paru là, ces derniers temps, puis qui mentionnait, tu sais, les cryptos, là, c'est né d'un espèce de rêve libertarien de, comme, tu sais, garrocher les banques centrales, vivre sans le gouvernement. Puis, ultimement, ce qu'on réalise, c'est qu'ils ont fait leur petit bout, là, puis ça a donné ces effondrements-là majeurs, parce que, il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de comité de vérification, etc. Ce qui, ultimement, c'est là où il y a ça, dans les banques. Oui, ça et donc, finalement, ce qu'on va revenir à faire, c'est avoir créé une espèce de système qui est hyper... qui consomme énormément d'énergie, qui est incompréhensible, qui est très difficile à utiliser, là, concrètement. T'en as dans ton portefeuille, là, J'en ai plus, là. Mais t'en as plus. Mais mon point, c'est que, tu sais, c'est pas comme avoir un compte chez Desjardins. C'est compliqué. Et tout ça, pour finalement se retrouver avec exactement les mêmes règles, la même réglementation, le même encadrement. Fait que, why this? Mais moi, je veux dire, moi, j'en ai symboliquement. Là, je pense que j'ai pas mis 1000$, j'ai mis quelques centaines de dollars total, puis ça a perdu bien de la valeur. Tout ça, mais mon point, pourquoi j'en ai jamais mis plus? J'ai jamais compris. Moi, je me considère pas totalement innocent, pas bien intelligent, mais j'ai étudié en économie, j'ai lu toute ma vie sur l'économie. Puis d'habitude, je comprends la plupart des affaires, à la limite quand on me l'explique. Puis les cryptos, je me dis, je comprends pas exactement la valeur. Fait que j'en ai pris un petit peu pour faire comme tout le monde, en disant, bon, ben là, le train passe. Puis s'il y a de l'argent à faire avec ça, pourquoi pas moi? Mais... merde, j'ai jamais compris exactement ce que j'achetais. Puis en ce moment, ça devient de plus en plus compliqué parce que pour payer, moi, j'ai un avocat que je paye en crypto-monnaie à sa demande et ma banque a arrêté 2 fois les transactions. En disant... Il y a des gros potentiels de fraude. Pourquoi t'envoies de l'argent? Après ça, j'ai essayé de le faire avec une carte de crédit, donc lui transférer à travers ma carte de crédit. Ma carte de crédit a bloqué la transaction. Alors, en ce moment, ça va se réglementer. On n'aura pas le choix. Puis c'est de voir effectivement, parce que de retirer de l'argent, c'est pas simple. Puis là, en ce moment, la plupart des plateformes, pas la plupart, mais les grosses plateformes ont arrêté de permettre à leurs clients de retirer les fonds en plus. Ce qui fait en sorte que moi, j'ai des employés qui peuvent même pas retirer leur argent là, et les geler temporairement. Moi, c'est un manque de confiance. Et le plus près que je m'en suis approché, la crypto-monnaie, c'est qu'on a Elon Musk, en début d'année, avait fait son espèce de déclaration là, pour dire qu'il lançait sa crypto-monnaie. Mais c'est-tu le Dogecoin, ça? On fera un podcast sur le Dogecoin. Je connais très bien ce cas-là. Écoute, ça peut peut-être être intéressant. Et là, j'ai donc téléphoné au fameux site que plein de monde sur les réseaux sociaux là, fréquentait et tout. Ça avait l'air legit. Mais à un moment donné, j'aurais dit... arrêtez de me harceler, je vais appeler la police. C'est qu'à un moment donné, ils t'appellent 15 fois par jour. Ça devient, là, c'est une surenchère. Moi, j'ai beaucoup de méfiance par rapport à tout ça. Écoutez, la revue de l'année 2022, revue économique de l'année avec Isabelle Maréchal, Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. La revue de l'année économique avec Mario Dumont. Un bilan économique d'une année passe nécessairement par le bilan d'un certain nombre d'actions du gouvernement qui sont directement dans l'économie.
2022, Philippe, on l'oublie, mais on a commencé, le gouvernement était en restriction sanitaire, en confinement, les restaurants fermés. On a enlevé ça en cours d'année, là. On a essayé de nous canceller Noël 2021, si on s'en rappelle. Ça a été cancellé à la dernière minute, puis on a été comme un peu reconfinés, si on veut. Alors, mais ça n'a pas duré longtemps, là. Ça n'a pas duré longtemps, mais pour, ça a mis la table à ce qui s'en venait. Tu sais, on pensait tous se sortir de la crise sanitaire puis de flyer sur le party en 2022. Omicron nous a fait une dernière jambette. Une dernière jambette, puis ça n'a pas été facile pour cette dernière jambette-là pour les entrepreneurs, particulièrement dans le secteur de l'alimentation ou de la restauration. De l'hôtellerie. De l'hôtellerie a été très, très dur parce que là, ils ont dû rembourser des gens. Perdre leur nourriture, tu sais, ça a été catastrophique. Là. Ça a mal parti l'année. Ça s'est fait du jour au lendemain sans prévenir personne. Ouais. Ouais. Et alors qu'il y avait déjà des réservations pour les soupers de Noël du jour de l'an. Des dépôts de fait. La nourriture des hôtels était achetée. Je pense que ce qui a suivi dans l'actualité sociopolitique, ce qui a suivi cette crise-là, ça nous a amené devant un convoi de la liberté qui s'est ramassé à Ottawa. Je pense qu'il y a tout ça, tu sais, avec ce qui se passait aux États-Unis, parce que ça a généré une écœur en titre, ce que tu viens de décrire. Tu sais, ce moment-là, charnière, les gens disaient, hey, là, on est à bout, ça se peut plus, là. Ils sont surpris. Ces industries-là qui ont tellement souffert, puis particulièrement en début d'année, restaurants, on dit qu'ils ont eu un super bon été. Est-ce qu'ils se sont fait? Est-ce qu'en fin d'année 2022, ils se sont fait une semi-santé financière? Même pas. Ça dépend lesquels. Il y en a beaucoup qui sont disparus. Puis évidemment, toutes ces entreprises-là, ces organisations-là souffrent de pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Ça, c'est un peu la donne qui est comme venue corollaire à tous ces changements. Puis, tu sais, les séries de confinement, les fermetures radicales de plusieurs de ces établissements-là a poussé beaucoup de ces employés-là qu'ils avaient, surtout des employés de première ligne, vers d'autres choses. Les gens se sont requalifiés, sont allés travailler ailleurs, etc. Et donc, aujourd'hui, ils ont eu un bon été, comme tu dis, mais ce qu'on voit actuellement, c'est des entreprises qui opèrent à plein régime, mais avec très peu de gens. Puis, je pense pas que ça soit durable comme régime, tu sais, ce qu'ils vivent actuellement. Donc, fragilisé encore? Ah, effectivement. Puis même, tu sais, j'en connais, là, je vais pas en nommer, là, mais tu sais, qui carrément acceptent que le niveau de service va être dégueulasse parce que, you know what, il faut garder les lumières allumées. Puis mais, tu sais, des hôtels qui font plus les chambres tous les jours, tu sais, des temps d'attente au restaurant, des menus limités, des heures d'ouverture, tu sais. Fait que c'est... Il faut plus ton lit. Tant que t'es là, il faut pas ton lit. T'as pas en fait, Francis, tu nous amènes dans l'autre grande discussion, peut-être la plus grande sur les gouvernements là, pour l'année qui vient de se terminer. Le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Les gouvernements peuvent-ils faire quelque chose? Bien, c'est sûr que normalement, on devrait le combler par l'immigration. Comme on voit la chicane entre Legault et Trudeau par rapport au seuil d'immigration. Mais c'est sûr que pour une entreprise technologique, là, moi, je suis en techno dans la vie, on a besoin de l'immigration. On n'a pas assez il n'y a pas assez de programmeurs au Québec. Il n'y en a pas plus en Ontario. Il faut que j'aille les chercher à l'étranger. Puis là, avec les seuils, il faut qu'ils parlent français, ça devient extrêmement difficile pour une entreprise comme la mienne d'aller recruter à l'étranger. Imaginez dans des domaines beaucoup plus spécialisés d'ingénierie ou de l'aérospatiale, là, c'est même pas pensable d'être capable de recruter avec les conditions qu'on met pour être capable de recruter. Mais il y a tout un débat là-dessus. Puis, tu sais, je veux juste mettre ça au milieu de la table, mais tu sais, parce que ce que tu évoques est absolument vrai, mais ce que je décrivais à l'instant, c'est qu'à l'autre extrême du spectre, des femmes de chambre, des gens pour ramasser des bleuets, tu sais, il y a aussi ce besoin-là. Puis la stratégie actuellement sur l'immigration, M. Legault l'a dit haut et fort, hein, c'est d'aller chercher des ingénieurs puis des développeurs et tout. Mais ça prend des bras aussi. Ça prend des bras à un moment donné. Mais surtout, c'est parce que quand il y a de l'emploi, quand il y a de l'emploi disponible en masse, là, nos plus jeunes. Là. Moi, j'ai fait ça, là, ramasser des bleuets puis des fraises que tu décris. J'ai fait ça, travailler dans le champ. Je revenais faire les foins chez nous. Mais le jeune de 18 ans aujourd'hui, que tous les emplois offerts, il ira pas se mettre à quatre pattes dans le champ au soleil puis dans la boue. Là. Oublie ça. Là. Mais c'était donc cette espèce de tension. Puis, tu sais, je pense pas qu'on va la résoudre même dans ce mandat-là de la CAQ. Mais, tu sais, entre une immigration qui est qualifiée, intellectuelle, rémunératrice, qui paye des impôts, mais aussi un besoin qu'on a juste dans notre société d'avoir des gens, comme tu dis, qui exécutent des bras, des travailleurs. On les prend en immigration temporaire. C'est ça la réalité, je pense, présentement. Beaucoup. Exactement. Mais même en usine, tu sais,
en usine, là, prends l'usine manufacturière. Le Québec demeure manufacturier. Il y a beaucoup d'usines. Moi, j'ai plein de clients qui seraient prêts à partir des chiffres de week-end, des chiffres de nuit. Le Québécois veut pas travailler de nuit. Il veut pas travailler de week-end. Il veut pas... Donc, faut que tu viennes combler ça avec l'immigration. Mais en même temps, ce que j'allais rajouter, c'est que là, on parle des restrictions COVID, ce que ça nous a amené, mais ce discours-là, ce constat-là qu'on fait, on aurait pu le faire il y a 5 ans, on aurait pu le faire il y a 10 ans. Le constat là, de la pénurie de main-d'œuvre qui allait nous frapper éventuellement, ça fait 25 ans qu'on sait. Moi, je me souviens d'avoir animé des forums de citoyens il y a 20 ans sur le vieillissement de la population. Et souvenez-vous, c'était dans le discours des libéraux à l'époque, là, on se serre la ceinture. Ben, c'était ça, parce qu'éventuellement, on va avoir le mur des retraites, le mur de la pénurie de main-d'œuvre et du vieillissement de la population. Puis c'est des gros enjeux socio-économiques, ça. Alors là, ça nous a juste mis devant l'évidence que, hey, c'est maintenant, puis il faut gérer ça tout de suite. Mais on savait. Donc, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'en fin d'année, on doit conclure qu'on manque vraiment de vision. Puis l'autre affaire économique est très importante, puis on pourrait parler longuement de l'écart de richesse entre le Québec puis le reste du Canada et des États-Unis. Puis ça, c'est important de le combler, cet écart-là. Mais tu sais, comment ça se fait qu'on n'est pas aussi productif que les autres? On n'aime pas ça se le faire dire. Tu sais, quand tu dis le Québécois veut pas aller faire des job-in, mais à un moment donné, on va payer pour. Je suis d'accord. Mais il y a dans certains secteurs d'activité, c'est connu depuis très longtemps. Là, comme dans le domaine de la santé, c'est connu depuis au moins 10 ans qu'il y avait une problématique une chance qu'il y a des établie, pandémie ou pas, en 2021-2023 à cause de départ à la retraite. Des prises de retraite prévisibles. Qui étaient prévisibles. Et vous comprenez qu'en ce moment, à cause de la pandémie, il y a des infirmières, des médecins qui sont restés à l'emploi du secteur de la santé, mais que là, dès qu'ils vont pouvoir, ils vont arrêter. Par contre, la pandémie, il y en a d'autres qui ont un peu fui, qui ont trouvé que c'était trop dur, c'était plus travaillable, qui ont fui en plus. Mais ça, c'est aussi le phénomène de la grande démission. C'est fascinant, ça, la grande démission. Les gens qui disent, OK, moi, je ne veux plus ça. Donc ça aussi, c'est une condition. Si on parle de nos gouvernements côté économique cette année, il faut revenir au thème de l'année, au mot de l'année, le mot inflation. Et ça, les gouvernements ont dû jongler avec ça. Francis, compliqué, là, parce que quand le gouvernement pompe de l'argent dans l'économie, bien là, il crée de l'inflation. Il met de l'argent dans l'économie de plus, ça crée de l'inflation. Mais en même temps, les gens, ils réclament quoi? Bien là, il faut que tu nous aides à payer nos factures. On en arrache. Qu'est-ce que nos gouvernements ont fait, bien fait, mal fait face à l'inflation? Pour ou contre les chèques? Contre les chèques. Contre les chèques. Contre les chèques. Après, ça dépend. Contre les chèques à qui? Ouais, c'est ça. C'est toujours ça. Puis, tu sais, Mario, t'as raison. Bon, ça crie haut et fort. Puis, tu sais, on fait des sondages. Le monde, ils veulent de l'argent. Mais ultimement, qui souffre de l'inflation? Tu sais, c'est certainement pas les gens qui ont des actifs réels qui s'apprécient. Puis oui, ça a été une mauvaise année pour la bourse, mais ça reste que quand tu as de l'épargne, quand tu as des actifs réels, honnêtement, l'inflation, c'est pas si grave. Les gens qui souffrent beaucoup, c'est les gens qui mettent 100% de leur budget familial dans la dépense courante. L'épicerie et tout, là. C'est les ménages les plus pauvres. Puis, honnêtement, moi, si moyenne. j'avais eu... la classe moyenne, mais la classe moyenne en bas. Là, c'est moins de... Je sais pas, c'est quoi le médian, là, 47 000. Mais tu sais, ultimement, c'est ces gens-là qu'on aurait dû cibler. C'est moins politiquement populaire que d'en donner à carrément tout le monde, mais au moins, ça aide ceux qui en ont véritablement besoin. Puis l'enjeu, M. Girard a avancé des chiffres. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec il dit que la pression inflationniste des chèques est marginale, moins de 1%. Ils ont fait plusieurs chèques. Puis c'est pas juste les chèques de 500 $. À la limite, c'est la pointe immergée de l'iceberg. Ça a été la PCU, ça a été les contributions aux employeurs de 75 %. Mais sur les chèques de cette année, une des choses que le ministre des Finances dit, Philippe, c'est qu'il dit « Je redonne l'argent de l'inflation », parce que l'inflation, on l'a vu à Ottawa et à Québec, l'inflation là, sur les taxes de vente, surtout, ça fait rentrer de l'argent dans les coffres des gouvernements, pas à peu près. Encore une fois, un peu comme Francis a dit, est-ce que quelqu'un qui fait 127 000, parce que c'est le seuil qu'on a augmenté, là, à 127 000, tu vas recevoir un chèque. Bon, est-ce que tu as besoin d'un chèque à 127 000? Ça, c'est un. Deux, ce que j'aime pas du tout, c'est que, puis on l'a appris dans les derniers jours, c'est que là, on a augmenté pour les employeurs la quote-part de l'employeur. Ce qui veut dire moi qui ai des employés, ça va me coûter 725 $ de plus pour aucun service additionnel. Alors, j'ai comme l'impression qu'on a envoyé des chèques pour 3 milliards, mais qu'on va aller rechercher 2 milliards par année dans les poches des entrepreneurs à coût de 725 $. Et ce 725 $-là, c'est-tu par année, par employé, ça? Parce que moi, j'ai des employés aussi. Non, c'est total. Okay, mais c'est total, mais c'est récurrent quand même. Le 2 milliards, il va être là l'an prochain, il va être là l'année d'après. Mais là, écoute, permets-moi, Mario, de faire du millage 30 secondes sur les PME
PME du Québec parce que moi, je suis chef d'une entreprise, d'une petite et moyenne entreprise. J'ai des employés comme toi, puis je regarde, en même temps, on envoie des chèques pour contrer apparemment une espèce d'inflation. Ça sera jamais suffisant. Là. C'est pas 500$ qui va faire la différence, on le sait. Puis en même temps, de l'autre côté, ce que tu viens de dire, là, ça vient me chercher parce que du côté des chefs d'entreprise puis des PME, je trouve qu'on les aide pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Elles aussi ont dû... Moi, j'ai payé des employés qui n'étaient pas au travail. Tu comprends? Comme entrepreneur, il y a plein... On parlait des restaurateurs. Il y a des restaurateurs qui ont payé aussi des employés alors que le restaurant était fermé. Du gouvernement pendant la pandémie. Ils ont eu de l'aide. Beaucoup. Pas tous, mais il y en a qui l'ont eu. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu, des entrepreneurs qui n'ont pas eu d'aide du tout. Ne serait-ce que l'aide au loyer fédéral. C'est pas tout le monde qui l'a eu. Elle allait aux propriétaires fonciers et non pas à celui qui louait. On pourra en parler longuement, mais aidons les employeurs, les chefs d'entreprise. C'est l'économie du Québec qui est basée là-dessus. On pourra en parler longuement, là, mais en même temps, on reçoit des papiers, les papiers verts, les papiers bleus. On peut-tu dire une chose quand même qu'ils ont bien fait? Oui, on finit avec ça. Le nivellement des tarifs gouvernementaux, pour moi, pour contrôler l'inflation, c'est une bonne mesure à 3 oui, les chèques, c'était pas très bien fait, c'était peut-être un peu trop large. Oui, il y a eu peut-être des petits défauts au niveau de l'aide aux entreprises, mais au moins là-dessus, que l'État, dans son rôle de tarification, fixe plus bas, mais ça aide évidemment à diminuer l'augmentation du coût de la vie. Fait qu'on va quand même lever notre chapeau. Mais il aurait pu nous donner une petite pause sur, quand tu collectes la taxe, les TPS, TVQ pour les gouvernements, puis que quand tu l'envoies, mettons, puis qu'ils reçoivent le lendemain, puis que tu reçois 135 $ de pénalité. Ça c'est strict. Revue d'année économique Cube Radio. Vous êtes avec Philippe Richard-Bertrand, avec Francis Gosselin et Isabelle Maréchal. La revue de l'année économique avec Mario Dumont. Dans la revue de l'année, il faut penser à des entreprises qui individuellement se sont démarquées. C'est pas toujours pour des bonnes raisons. L'entreprise vedette de l'année, Francis, c'est-tu Twitter? En tout cas, surtout dans la deuxième moitié de l'année, c'est celle dont on a le plus parlé. Vedette, je sais pas, on en a parlé un peu, mais pas pour moi, Patagonia. Moi, ça reste Patagonia. Un coup de cœur, vraiment. Puis, parce que c'est pour une espèce d'engagement social. Raconte l'histoire de Patagonia 2022. Yvon Chouinard, qui a d'ailleurs des racines québécoises lointaines, c'est donc un mec qui a fondé cette entreprise-là, qui est une entreprise de vêtements pour outdoor, donc faire du plein air et tout ça. L'entreprise vaut 3 milliards de dollars. Fait que c'est pas une petite boutique de coin de rue. Puis le monsieur a toujours été très engagé pour plein de causes. Pour l'environnement. D'ailleurs, à une époque, je le cite parfois dans mes conférences, il avait acheté une pleine page dans le New York Times, « The President Stole Our Land ». Puis, faut dire, là, tu vends des vêtements outdoor, il y a des républicains dans tes clients, là, mais il avait dit ça contre Trump. Là, bref, tout ça pour dire... Il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui l'ESG, c'est-à-dire une entreprise qui est environnementale, socialement impliquée, puis qui a une bonne gouvernance. Puis donc là, en matière de gouvernance, donc le monsieur, il arrive, je sais pas, à 72 ans, il décide qu'il faut qu'il passe ça. Il y a des enfants, d'ailleurs, il aurait très bien pu céder, mais ce qu'il finit par faire cette année, c'est qu'il... Oui, je suis pas inquiet qu'ils vont payer leur épicerie, mais de quelques centaines de millions de dollars. Mais ceci dit, donc, il a cédé la détention de l'entreprise à un groupe d'OBNL qui travaille en faveur de la lutte au réchauffement climatique, la préservation... 3 milliards, tu sais, fait que c'est pas une petite affaire. Puis, contrairement, mettons, à des Bill Gates ou d'autres, qui ont fait don, mais qu'ultimement, ils se sont un peu bargainé une job puis eu des crédits d'impôt. Leur fondation, puis une visibilité. Lui, c'est comme, tu sais, au revoir, tu sais, genre, il a vraiment cédé la gouvernance. La journée où il a fait ça, il a dit la Terre a désormais un actionnaire. Et ça, là, c'est fort comme déclaration. C'est plus fort qu'un gars qui se balade en venant d'acheter une entreprise à 42 milliards. Mais même si c'est moins positif, je veux quand même qu'on parle de Twitter parce que c'est une entreprise qui était cotée en bourse. Tout à coup, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, décide d'acheter ça pour des raisons qu'on ne sait plus, politiques ou économiques. Parce que lui, il l'a acheté, c'est plus en bourse. Il l'a acheté de son argent. Avec son argent. C'est à lui comme tes culottes. Mais je pense qu'en fait, c'est un coup de tête. Elon Musk est reconnu pour faire des coups de tête. Ça se demander s'il fait des coups d'éclat. Des coups d'éclat. Ça se demander s'il fait pas le party des fois, puis il envoie un tweet qui regrette. Non, mais là, excusez-moi, là, moi, c'est le bout que je comprends pas. Il a fumé son lavabo, là, parce que
Pourquoi? 44 milliards. Non, 44 milliards, deuxièmement, il a été obligé on dit en anglais pledge, là, il est obligé de vraiment mettre beaucoup de ses actifs en garantie pour vendre du Tesla, vendre des actions de Tesla. Mais en ce moment, bon, il y a l'acquisition qu'on peut questionner l'acquisition. Oui. Il y a le départ de toutes les, pas de toutes, là, mais de plusieurs entreprises qui payaient de la publicité dans ce site-là. Et après ça, tu as la mise à pied qui, en termes de leadership, la mise à pied des employés, du bon monde, mais là. la façon dont ça a été fait. C'est pas un modèle de RH. Pas un modèle de RH non. d'aucune façon. Et ils ont même émis une politique cette semaine où est-ce qu'ils mettent tellement de monde dehors par erreur. OK, qu'il y a une politique d'assurance pour être capable de rattraper l'employé en 48 heures. Au besoin pour pas que l'employé poursuive. Mais il a perdu son savoir-faire, par exemple. Mais la dernière question... Mais moi, je reviens à pourquoi. Non, mais est-ce qu'il peut faire de l'argent? On va laisser... Est-ce qu'il peut faire de l'argent? Moi, je pense pas. Est-ce qu'il peut faire de l'argent? Moi, je pense que oui. Toi, tu penses que oui? Francis, tu penses qu'il peut faire de l'argent? Moi, je suis vraiment... un optimiste. Non, mais honnêtement, il faut alimenter la machine, puis des affaires de même, ça alimente bien la machine médiatique. Là, il a mis du monde dehors. Honnêtement, Twitter, là, je sais pas pour vous, moi, j'étais sur Twitter en 2008-2009, c'était all the rage. Je lisais mon feed du début à la fin, j'étais tout le temps là-dessus, c'était extraordinaire. Là, depuis 5-6 ans, honnêtement, j'allais plus sur Twitter, puis beaucoup d'autres gens, comme dans mon cas, c'était une plateforme en perdition, alors que Meta, Facebook, alors que d'autres plateformes, on voit les Snapchat, les TikTok, qui deviennent des espèces de monde. Twitter, là, c'était comme le parent pauvre qui avait un peu arrêté dans sa croissance. Mais tu penses qu'il l'a peut-être relancé? Honnêtement, il pouvait pas faire pire pour moi. Puis ce que je crois comprendre... Mais il l'a payé trop cher, vas-tu te le dire, Francis? Ouais, mais c'était t'es en train de décrire un produit qui a beaucoup moins de valeur qu'il y en avait. Il faut passer... on a plein d'autres sujets. Non, je veux qu'on parle, parce qu'on est sur le bord. Je veux qu'on parle de la guerre des plateformes. Là. Ouais. Netflix, Disney, la guerre, le nombre d'abonnés... Amazon Prime? En fait, donc, il y avait Netflix, qui était comme un peu océan bleu, comme on dit. Ils ont inventé une catégorie. Mais là, il y a un choc des titans. Puis là, il y a un choc des titans. Puis tu sais, Disney, là, honnêtement, c'était drôle, le Mickey Mouse, là, mais tu sais, c'est plus Mickey Mouse. Plus ça, là. Disney, là, c'est genre... Pour moi, des fois, je les compare un peu à l'Empire du Mal, là, dans Star Wars. Là, c'est comme, ils ont tout acheté les contenus. Puis honnêtement, aujourd'hui, si tu veux regarder quelque chose, il faut pas mal que tu sois abonné à Disney. Donc, dans la foulée de Netflix, ils ont créé Disney+, qui est ce service d'abonnement. Puis aujourd'hui, si tu combines Disney+, avec leurs autres services, le Hulu, ils ont tout acheté, là, tu sais, c'est complètement hallucinant. Ils ont dépassé Netflix. Ils ont plus d'abonnés, mais somme toute plus d'abonnés dans toutes les plateformes. Sur Disney+, je pense que c'est 180 et quelques millions, puis Netflix est à 220. Mais si tu combines avec Hulu, là, ils sont à 240. Donc ils ont dépassé Netflix. Puis ce qui est un peu particulier, c'est qu'ils possèdent le tuyau et, tu sais, la convergence, on connaît ça au Québec. Ils possèdent le tuyau et la fabrique, le contenu. Puis ce qui fait qu'ils deviennent absolument incontournables. T'aimes Marvel, c'est Disney. T'aimes Star Wars, c'est Disney. T'aimes les petits bonhommes, c'est Disney. T'aimes Pixar, c'est Disney. T'aimes n'importe quoi, honnêtement, aujourd'hui. Mais c'est une guerre de géants. Amazon Prime, Amazon est plus riche que tout le monde. Amazon Prime, c'est 200 millions d'utilisateurs à travers le monde. Moi, je trouve ça intéressant, Amazon Prime. Mais si on regarde ce qui va arriver, vous savez, ces contenus-là sont mis sous licence. Là. Quand tu écoutes un film sur Netflix, il y a quelqu'un qui touche de l'argent. Et là, ce que Disney est en train de faire après avoir acheté Star Wars, Marvel, etc., c'est qu'ils ne renouvelleront pas les contrats de licence sur les autres plateformes. Alors, si tu veux écouter un film de Marvel en 2030, c'est bientôt, là, il ne sera plus du tout disponible que sur leur plateforme. Et ça, c'est ce que Netflix n'a jamais vu arriver dans son rétroviseur. Parce que Netflix, c'est beau. C'était grandiose. Sauf qu'il n'y avait pas la machine à contenu. Et là, ils se payent des séries qui coûtent des millions de dollars à faire. Milliards. Mais non, mais quand tu regardes partout. Mais... Hey, en 15 secondes, 2023, une année de récession, une année optimiste? Moi, je pense qu'on va l'éviter, la récession. Mais tu sais, est-ce qu'on a une boule de cristal? Puis mais sincèrement, c'est pas sûr qu'on en ait. 2023? Oui, plutôt. Francis, optimiste 2023? Moi, honnêtement, je pense que ça change pas grand-chose. La récession qu'on va avoir, ça va être une toute petite récession. Puis comme je l'ai dit à plusieurs reprises, entre moins 0.2 puis plus 0.2, honnêtement, vous puis moi. Grande année d'opportunités. Toi, tu penses que oui? Il va y avoir des opportunités. Ben, on est entrepreneur faux. En fait, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Puis moi, je pense qu'il y a
des opportunités à saisir. On est en retard partout au Québec, en automation, etc. Il faut se remonter les manches, par exemple. Voici comment nous avons donc vu la dernière année économique. Merci Isabelle, merci Francis, merci Philippe Richard. Cet épisode de Balado, comme plusieurs autres revues d'année, sont disponibles en balado audio et aussi vidéo pour une écoute en tout temps sur l'application Cube et le site Cube Radio.